revenir sur ce sujet qui me tient très à cœur. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a 2 procès qui ont été jugés, enfin 2 attentats. L'attentat, donc on dénomme Charlie Hebdo, et les attentats de Paris. Les attentats de Paris, les accusés condamnés n'ont pas fait appel. En revanche, en ce qui concerne Charlie Hebdo, 2 accusés ayant été condamnés ont fait appel. Cela a été jugé, leurs peines ont été un peu diminuées, mais ils ont été reconnus coupables. En ce qui concerne l'attentat de Nice se déroule actuellement au mois de novembre, donc c'est-à-dire en ce moment, nous en sommes à écouter les personnalités des accusés. Voilà. Alors, tout d'abord, les familles, elles attendent énormément de ce procès. Elles attendent de connaître la vérité, elles veulent savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a eu lieu, et puis pourquoi ça leur est arrivé. Et puis, elles vont demander à être entendues publiquement, c'est-à-dire pouvoir témoigner de ce qu'elles ont vécu, de l'horreur et de ce qu'il en est aujourd'hui pour elles. Donc, les victimes vont pouvoir dire leur ressenti. Et puis, elles vont demander une réparation financière du préjudice subi, même si vous avez le fonds de garantie, il est possible, bien sûr, de demander en justice une réparation. Et enfin, le mot le plus important, c'est elles veulent que justice soit rendue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Eh bien, ça veut dire qu'elles cherchent des coupables, elles cherchent des manquements, elles cherchent des responsabilités. Donc, il leur faut des coupables et il leur faut des condamnations. C'est pour ça que vous verrez que lors des procès, les non-lieux sont insupportables pour les familles et les victimes. Ce qui veut dire non-lieu, ce n'est pas forcément que les personnes n'ont pas agi, mais on n'a pas suffisamment de preuves pour les condamner. Le procès pénal, c'est donc une étape nécessaire, mais frustrante. Alors pourquoi nécessaire? D'abord, c'est un procès spécial. Je vous rappelle les dimensions absolument gigantesques, à savoir que pour les attentats de Charlie Hebdo, il y a eu 17 morts, 300 parties civiles, donc des victimes. Pour le Stade de France et le Bataclan et les Terrasses, vous avez 120 morts et plus de 400 blessés, et vous allez avoir 2400 parties civiles. Et pour les attentats de Nice, vous avez 86 morts, dont 15 enfants, 428 blessés, 3182 personnes choquées. Tout d'abord, pour les familles, ce procès est spécial parce que c'est une désorientation. La plupart du temps, elles n'ont jamais assisté à un procès pénal, elles ne savent pas comment ça se passe. Ensuite, il y a eu toute une préparation, on leur a envoyé des badges, on les fouille à l'entrée, elles ont peur d'un nouvel attentat. C'est une salle de 550 places qui a été construite spécialement pour ces procès, un coût de 8 millions d'euros. Et elle se tient dans la salle des pas perdus vers la Cour de cassation, donc l'ancien palais de justice. Il faut savoir que malgré ce nombre de places, tout le monde ne va pas y tenir. Donc il y a des salles adjacentes où on peut suivre en direct le procès. Il y a la foule ensuite. Je vous rappelle que c'est une audience publique. Normalement, une audience publique, vous devez pouvoir rentrer dans le palais et dire « je veux voir tel procès ». Bon, là, ça a été un peu plus difficile, mais il y a aussi tous les acteurs du procès, c'est-à-dire les autres victimes, les associations, les accusés, les juges professionnels, les procureurs, les greffiers, les enquêteurs, les témoins, les experts, les avocats, la presse, les forces de l'ordre, les services de soutien psychologique, et j'en passe. Donc, ça fait un monde fou. Or, la première chose que les familles et les victimes craignent, c'est bien la foule et de nouveau un attentat. Les attentats ne se sont pas passés là où il n'y avait personne, où il n'y avait qu'une seule personne. Donc, elles ont peur. Et puis, en plus de tous ces acteurs, vous allez avoir les associations qui, elles aussi, se présentent. Donc, pour Paris, vous avez Life for Paris, 13-11-15, Fraternité Vérité, la FENVAC, FVT, et pour Nice, Promenade des Anges, Life for Nice, la FNVAC à nouveau, la FVT. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ensuite, c'est la découverte de règles de procédure spéciales. Depuis la loi du 5 septembre 86, le jugement des crimes
relève de la cour d'assises spéciale et siège à Paris, quel que soit le lieu des attentats. Très important parce que vous verrez que le procès de Nice se tient à Paris, ce qui n'est pas évident pour les familles et les victimes. Il y a 3 juges et notamment un procureur qui fait partie du parquet national antiterroriste. Donc, c'est un procureur spécialisé aussi. Les avocats, alors là aussi, les avocats vont pouvoir représenter plusieurs parties civiles et généralement, les parties civiles vont se grouper. Et par exemple, à Nice, vous avez un avocat qui représente 80 parties civiles. Enfin, la médiatisation. Il a été décidé que pour l'histoire, toutes ces audiences seraient enregistrées. Donc, il y aura un travail de sociologue, un travail de chercheur, un travail d'historien. Mais cette pression médiatique, elle existe aussi avec tous les journalistes qui sont présents, qui n'hésitent pas à demander des interviews aux familles et aux victimes au sortant de la salle de tribunal, et puis qui demandent aussi à prendre des photos. Bah oui, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils illustrent les propos. Je vous rappelle juste que pour Nice, il y a eu 109 médias accrédités, dont 33 étrangers. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que quand vous sortez de la salle d'audience, vous avez un crépitement de flash. C'est pratiquement le festival de Cannes. Enfin, le stress. Je dois vous rappeler que les procès interviennent 6 ans après les faits. Les familles, les victimes sont en haleine. Elles attendent ce moment-là. Et juste avant le procès, il faut bien l'avouer, tous les acteurs du procès sont sous pression, sous stress, submergés par les émotions. C'est valable aussi pour les professionnels. Vous verrez qu'on l'oublie très souvent, mais ce qui compte, toutes les personnes qui entourent sont aussi touchées. C'est vrai que les victimes vont préparer leur déposition avec les associations, avec leurs avocats. Il y a donc beaucoup d'émotions, d'impatience et d'anxiété. Cela réveille donc les traumatismes et il y a des risques de rechute. Le traumatisme, il est commun à toutes les familles et à toutes les victimes. L'attentat est un événement traumatique qui occasionne une effraction de l'enveloppe psychique des victimes et des familles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ils souffrent tous, qu'ils soient blessés physiquement ou pas, d'une blessure invisible qui ne se constate que dans l'après-coup, avec des conséquences sur la vie quotidienne. Donc, c'est un trouble émotionnel, psychique et cérébral à cause de la confrontation directe à la mort ou à ses conséquences. Alors, il y a toute une série de symptômes qui vont les affecter. Le premier symptôme, c'est le symptôme de reviviscence avec des troubles du sommeil, des flashbacks. Ils revivent l'histoire sans cesse et sans cesse. Je me revois en train de chercher le corps de ma fille, je fais tous les hôpitaux de Paris et je ne trouve rien. Je me souviens de la Kalachnikov qui s'est enrayée et qui m'a sauvé la vie. Ensuite, il y a les syndromes d'évitement. Je vais tout faire pour éviter tout ce qui peut me rappeler l'attentat. Donc, les lieux, les personnes, les objets, les situations, les nouvelles, etc., etc. Puis, je vais avoir un symptôme d'hyperactivation qui est que je vais surveiller partout où il y a des sorties de secours, où il y a une valise qui a été abandonnée, qui risque de sauter. Je vais être en hypervigilance. Et enfin, je vais avoir des troubles de l'humeur, des colères irrépressibles, des énervements, mais aussi des dépressions, et puis un manque de concentration. C'est-à-dire, je ne peux plus me concentrer sur quelque chose, c'est trop fatigant. Enfin, des symptômes d'altération cognitive et émotionnelle, des trous de mémoire, incapacité à se souvenir, une anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire que les bobos de ma famille, de mes amis et tout ne m'atteignent absolument pas. Je suis imperméable à tout ça. J'ai complètement perdu tout intérêt à ce que j'aimais avant l'attentat. J'adorais peindre, je ne peux plus voir mon pinceau, j'ai envie de tout jeter. J'ai une modification de mes croyances personnelles et de mes valeurs personnelles. Le bien et le mal, je ne sais plus ce que c'est. Finalement, pourquoi ça m'est arrivé? Finalement, il n'y a qu'une seule valeur, c'est que rien n'est grave sauf la mort.
Et la mort, je l'ai vue en face. Et ça va changer ma manière d'envisager les choses. Enfin, je vais être victime de déréalisation. C'est-à-dire que lors de l'attentat, pour survivre, je suis sortie de la réalité pour ne pas voir le sang, pour ne pas voir que je marche sur des cadavres, etc. Et malheureusement, cette déréalisation, elle va continuer dans la vie de tous les jours. Donc, à un moment, je vais me retrouver au supermarché. Je ne sais pas ce que je fais au supermarché. J'ai complètement oublié. Je ne sais plus. Donc, je rentre chez moi. Et je suis un peu perdue. Certains vont être plus gravement touchés. Ce que je vous décris doit durer entre 6 à 3 mois. Si ça dure plus longtemps, on va parler de troubles de stress post-traumatique et qui va nécessiter des soins psychiatriques. Ce qui est très difficile parce que toutes ces personnes, elles n'ont jamais mis les pieds en psychiatrie. Elles vous disent d'ailleurs, je ne suis pas folle, et j'ai toujours pensé qu'il fallait essayer de trouver un autre nom que le service de psychiatrie pour ces personnes-là. Alors, c'est un état qui existe sous forme de 3 formes. La première, le stress post-traumatique permanent, c'est-à-dire que je ne peux plus mener ma vie normale. Je pense sans cesse à l'attentat, j'ai des flashbacks toutes les 5 minutes, ça me perturbe dans ma vie de tous les jours et je suis handicapée. Donc là, c'est un soin immédiat avec des antidépresseurs, avec une thérapie pour pouvoir parler de ce qui s'est passé, etc. Ensuite, vous avez le trouble de stress post-traumatique à expression retardée. Ça, c'est assez terrible. Il survient entre 6 mois et des années après, à l'occasion de la confrontation avec un stimulus qui rappelle l'attentat. Typiquement, je suis en train de faire du vélo avec mon fils, tout se passe bien, je suis très heureuse, c'est merveilleux. Il tombe, je vois du sang et là, immédiatement, je revois mon voisin qui est en train de mourir dans mes bras et je vais de nouveau très, très mal. Donc, il peut survenir à tout moment et c'est ce qui fait qu'on trouve que le trouble de stress post-traumatique, il est à surveiller toute la vie durant parce qu'il peut revenir sous d'autres formes. Enfin, vous avez le trouble de stress post-traumatique à éclipse. Alors, c'est comme les éclipses de soleil. Vous avez été victime d'un choc post-traumatique, vous avez été pris en charge, et puis vous allez bien. Et puis, il y a une rechute, des années après, à l'occasion d'un autre événement traumatique, un nouveau choc post-traumatique. C'est typiquement ce que j'ai eu, une personne qui a été victime de l'attentat d'Atocha en Espagne et qui est venue me voir, me consulter, parce que ça n'allait pas, elle avait vu les attentats de Londres. Donc, en fait, elle n'avait pas soigné, si vous voulez, le premier attentat, mais le deuxième avait fait que là, elle allait très, très mal. Donc, il faut savoir que le procès peut être l'occasion de rechute. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 2 associations qui ont été, donc Paris Aide aux victimes et puis une autre association à Marseille qui ont été présents pendant tout ce temps des procès pour aider les victimes. Donc, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir témoigner, il faut se souvenir, se rappeler, se remémorer les faits pour préparer le procès. Pour ça, il faut être accompagné parce que ça peut être extrêmement violent. Chaque impliqué va revivre, si vous voulez, avant l'attentat, après l'attentat, mais aussi pendant le procès et après le procès. Donc, à Paris, on a eu, pour le procès de Paris, 450 accompagnements et 160 entretiens de victimes. C'est pour vous dire que, si vous voulez, ça n'est pas neutre que de vivre ce procès. La question d'être présent au procès se pose. En effet, le procès, c'est violent émotionnellement, c'est un récit d'atrocité pendant 3 semaines. Tous les témoignages sont des horreurs. Et la vraie question est, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Je crois que c'est une vraie décision individuelle qu'il faut respecter. La première question, c'est à quoi ça sert que j'y aille? Est-ce que ça ne va pas empirer mon état actuel? Ou encore, j'ai déjà eu assez de mal à en sortir, je ne veux pas m'y remettre, je ne veux pas recommencer. Et puis enfin,
certaines victimes, certaines familles vont dire, de toute façon, on n'en retirera rien, c'est couru d'avance, les accusés ne diront rien et on connaît déjà le verdict. Tout ça pour répondre à une ambivalence. Cette ambivalence, c'est la peur de la foule, la peur de l'attentat et cette espèce de danse entre j'ai envie d'y aller, j'ai pas envie d'y aller. Il y a la peur d'apprendre des choses nouvelles, il y a la peur d'être choqué, il y a la peur de ne pas se maîtriser émotionnellement. Donc, pendant le procès, notamment à Paris, vous avez des victimes qui sont venues. Il y a eu des victimes qui sont venues. Canada, not Canada. Canada. Ouch, il n'y a pas de. Des victimes donc, qui ont été qui étaient présentes et qui ensuite ont décidé de témoigner en voyant l'effort que les autres ont fait. L'autre question, c'est est-ce qu'il faut être présent ou non dans la salle? Je vous rappelle que malheureusement, il n'y a pas de place pour toutes les victimes. 550 places, ça ne permet pas de mettre 1200 personnes. Donc, il y aura la possibilité de regarder dans une autre salle ou encore d'écouter une web radio chez soi. Donc, sécurisé. Pour Nice, comme le procès se déroule à Paris, il y a la possibilité de se rendre au Palais Acropolis pour suivre le procès en direct. Il faut savoir que entendre ce procès chez soi avec une web radio, c'est pas neutre. C'est pas écouter France Inter ou FIP. Et là aussi, il peut y avoir de graves rechutes. L'autre question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on va assister ou non à tout le procès? Je vous rappelle que les audiences, c'est tous les jours, pendant 10 mois, notamment pour Paris, sauf le week-end. Donc, c'est vraiment un vrai marathon. Alors, il y en a qui ont essayé, notamment des victimes qui ont été rémunérées pour donner leur témoignage, tenir le journal de leur procès. Si vous regardez sur le net, vous verrez qu'à un moment ou à un autre, ils se sont arrêtés parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils disaient là, je rentre, j'en peux plus. J'en peux plus. Pourtant, ils pensaient qu'ils étaient assez forts pour le faire, ils étaient rémunérés, il y avait un intérêt pour l'histoire, certains en ont sorti des livres, mais c'est vrai que c'est assez intenable. Tenir émotionnellement, psychologiquement et physiquement, c'est quand même une plongée dans l'horreur. Et j'en veux pour preuve que même les professionnels, comme les journalistes, ils ont demandé du soutien psychologique. Enfin, témoigner. Témoigner, c'est oser publiquement partager ce que l'on a vécu. Pour le procès de Paris, vous aviez 2400 parties civiles, il n'y en a que 350 qui ont témoigné, grosso modo 35%. À Nice, il y avait 865 parties civiles, 280 ont témoigné, donc à peu près 35%. Donc, on voit que ce n'est pas si facile que ça de mettre des mots sur ce qu'on a vécu et d'oser le dire publiquement. Pourquoi ce procès est spécial? Eh bien, il a la nécessité pour les parties civiles, justement, d'être reconnues comme victimes. Toutes les parties civiles sont considérées comme victimes. Ceci dit, la durée du témoignage est infime pour rendre compte d'une vie fracassée, 15 minutes. Et oui, il y avait 15 parties civiles par jour dans tous les procès. Donc, ça veut dire 15 récits d'horreur, même s'ils se recoupent, chacun a son histoire propre. C'est peu pour un fragment de vie traumatique. Les victimes vont déposer, et j'aime beaucoup ce terme-là, parce que c'est vraiment partager avec les autres, déposer son fardeau d'horreur. C'est donc une tribune pour parler, pour être entendu, pour témoigner et puis surtout confronter les accusés. Voilà ce que j'ai vécu, voilà où j'en suis, voilà ce qui est détruit. Je veux que tu entendes
ce que tu as cassé, détruit. Je crois qu'il y avait Antoine Léris qui a dit finalement, vous avez tué la plus belle des personnes. Donc ça, c'est important de pouvoir le dire. La difficulté, c'est que quand on témoigne, on attend et on entend le témoignage des autres. Et ça peut être quelque chose qui vous paralyse. Donc, il y a eu, bien évidemment, des pleurs, des cris, de la colère, des prises à partie des accusés, parce que finalement, c'est tenter de comprendre l'incompréhensible et faire face à la barbarie et au mutisme des terroristes, parce que les accusés, souvent, vont se taire. Le procès, il est nécessaire aussi pour réécrire son histoire, à la lumière des faits qui se sont déroulés. Pourquoi? Eh bien, les familles, les victimes vont souffrir d'amnésie totale ou partielle. Pourquoi? Sous l'effet du choc, grâce au mécanisme protecteur de la dissociation traumatique, la victime est sortie du réel. C'est-à-dire que le cerveau disjoncte pour se protéger de l'horreur de ce qui se passe. Donc, vous avez le corps d'un côté et vous avez le cerveau de l'autre. Donc, le cerveau regarde ce qui arrive au corps. L'inconvénient, c'est que du coup, vous ne vous souvenez pas grand-chose. Donc, le procès, il permet de reconstituer les faits et notamment de confronter la réalité des faits avec le souvenir qu'on en a. C'est-à-dire que je croyais qu'il n'y avait qu'un seul tireur, en fait, ils étaient plusieurs. Je vous rappelle que quand on était au Bataclan ou quand on était à Saint-Denis ou quand on était à Nice, on n'a pas vécu les mêmes choses suivant l'endroit où on se trouvait. Si à Nice, vous étiez au début du passage du camion, ce n'est pas tout à fait pareil que celui qui l'a vu s'arrêter. Donc, le procès va permettre aux victimes, aux familles, de tisser, de retricoter l'histoire avec un début, une préparation, un déroulement, une fin et ce qui leur est arrivé. Et parfois, ils vont apprendre par des témoins qu'on les a ramassés à tel endroit, qu'ils ne s'en souvenaient pas, ils pensaient que, voilà. Donc, c'est un moment très, très important. Ça permet de mieux comprendre ce qui nous est arrivé. Techniquement, le procès, c'est aussi la possibilité de rencontrer les autres victimes. Vous avez des gens qui n'avaient strictement rien à voir les uns avec les autres. J'étais dans la rue, alors c'est un peu différent pour Charlie Hebdo, mais j'étais dans la rue, j'étais sur une terrasse, j'étais en train d'écouter un concert, j'étais en train de faire mes courses au supermarché, j'étais au stade, je regardais le feu d'artifice. Tout d'un coup, eh bien, il y a un phénomène qui s'appelle « tous dans la même galère ». Et ça regroupe. Donc, on se sent moins seul, moins abandonné. Chacun va apporter sa pierre au récit collectif et on va pouvoir enfin revoir les personnes qui étaient tout proches de vous pendant l'attentat. C'est retrouver ses voisins d'infortune, se parler, communiquer, apprendre aussi des choses nouvelles. Tu as dit ceci, tu as fait cela, je t'ai aidé à faire cela. Donc, c'est un échange d'informations inédites. Et pour les familles de décédés, c'est fondamental, cet échange, parce qu'il y a des personnes qui étaient avec les leurs au moment de leur dernier instant. Ah, j'ai vu votre fille, elle était fan, elle hurlait, elle s'amusait comme une folle. C'est important pour les parents. Écoutez, votre fils, il a été héroïque, il a essayé de désarmer l'agresseur, l'auteur de l'attentat lors de l'hypermarché. Donc, tous ces petits fragments de vie, juste avant la mort, sont très, très importants pour les familles.
C'est aussi dire merci à celui qui vous a sauvé la vie et que vous ne connaissiez pas. Celui qui vous a dit « Viens vite, on va dans le frigo à la cave », « Viens vite, on peut sortir, là ils sont en train de recharger leurs armes ». C'est peut-être celui qui s'est couché sur vous pour que vous ne soyez pas touchés. C'est aussi une thérapie collective. Se retrouver tous unis par la même souffrance, se comprendre, avoir le même vécu, le même regard sur la vie aujourd'hui, pleurer ensemble, parler de la même chose, vivre le procès ensemble, ce sont des liens forts. C'est très intéressant parce que il y a de l'humain qui s'est recréé là où il n'y avait que de l'inhumain. J'en veux pour preuve que certains survivants du Bataclan se sont appelés et s'appellent toujours les potages. Pourquoi? C'est la contraction de potes et d'otages. C'était donc ceux qui étaient situés sur le balcon gauche du Bataclan, qui ont été pris en otage, 11 personnes, et qui ont une communauté de vécu différente des autres. Alors, j'ai trouvé ça symboliquement intéressant parce que pote et otage, mais il y a aussi, on est dans le potage à la sortie. C'est-à-dire qu'on est blessé psychiquement pour le restant de nos jours. Donc, voilà. Procès aussi important parce que c'est essayer d'obtenir le pardon des accusés. C'est le soulagement d'entendre que l'accusé reconnaît qu'il a fait des victimes. C'est presque une validation thérapeutique. Si cet accusé, cet terroriste reconnaît qu'il a fait des victimes, alors moi, je peux aussi me reconnaître comme victime. Même si je ne veux pas le savoir, là, j'ai une validation. Et étonnamment, alors qu'il avait été absolument mutique et s'était présenté comme un soldat combattant, le seul accusé survivant de l'opération, Salah Abdeslam, a dit le 15 avril 2022, lors de son dernier interrogatoire, « Je veux présenter mes condoléances et mes excuses à toutes les victimes. Je sais que la haine subsiste. Je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération. » Ce sont des paroles inestimables pour les victimes et leurs familles. Ça arrive malheureusement très rarement dans les procès d'attentats que les auteurs demandent pardon. Alors, certains vont vous dire, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est fait, etc. Mais, comme je vous l'ai dit, ça a une vertu thérapeutique, c'est que je reconnais avoir fait des victimes. Néanmoins, le procès, c'est aussi une étape frustrante. D'abord, il n'y a pas de réponse au pourquoi. L'enquête, elle décrit le comment, mais le pourquoi, c'est plus difficile. Tout d'abord, l'audience criminelle, elle est tenue par des spécialistes, comme je vous l'ai dit, qui vont déterminer le rôle des accusés dans l'attentat, de la préparation au déroulement, à l'exécution et à la fuite. Donc la question est d'établir la culpabilité des accusés. Donc on va rechercher la vérité, on va rechercher des arguments, des preuves pour appliquer la loi, pour condamner les accusés. Donc la question c'est qui a fait quoi et comment. On va s'intéresser un petit peu au pourquoi, mais ce n'est quand même pas le but principal de l'audience. C'est un débat juridique avec des règles, des spécialistes du droit, des règles de procédure. Le président mène les débats et décide du déroulement de l'audience. C'est lui qui va choisir de ce que l'on montre ou pas, de ce que l'on va dire ou pas. Et pour cela, on évoque la pudeur. Pour les attentats de Paris, on sait qu'il y a une bande-son
qui a été enregistré au Bataclan, 6 minutes, parce que un des fans essayait de capter de manière illégale le concert. Sauf que la machine a continué à tourner. Eh bien, le président a considéré que, par pudeur, on n'allait pas diffuser cette bande-son et qu'on n'allait pas montrer les photos parce que lors du procès de l'attentat de 2015, de janvier 2015, les photos des cadavres de Charlie Hebdo avaient été montrées comme élément de preuve, mais ça avait énormément choqué. L'association Life for Price a demandé que cette bande-son soit écoutée comme élément de preuve. Cela a été accordé, mais il n'empêche qu'on n'a pas diffusé toute la bande-son. Donc, il y a pour certaines familles et certaines victimes une frustration. Il y a des preuves qu'on ne me montre pas, qu'on ne me dit pas. Pour Nice, le choix était différent. On a choisi de diffuser la vidéo amateur et la vidéo de surveillance. Ce qu'il faut savoir, c'est que les familles, les victimes ne connaîtront jamais la vérité totale. Pourquoi? Eh bien, il y a le secret défense. C'est quoi le secret défense? On ne va quand même pas montrer au monde entier les capacités opérationnelles des forces de l'ordre. Donc, c'est encore une difficulté pour les familles. On ne saura pas comment ça s'est passé, comment l'assaut s'est passé, qui a fait quoi, etc., etc. Les victimes aussi. Donc, ce procès, c'est un espoir déçu, une désillusion pour les victimes, puisque finalement, elles n'ont pas de réponse à quelque chose qui est lancinant. Pourquoi moi? Pourquoi je suis vivant? Pourquoi mon fils, ma fille, mon mari a été tué? Comment il le sera, mais pas pourquoi. Et puis, il y a cette question, pourquoi tant de haine? Et enfin, pour les survivants, il n'y a aucune réponse à la culpabilité d'être un survivant. Donc, les pourquoi, ils restent là, après le procès. Autre difficulté, il y a un traitement de masse. Comme je vous l'ai dit, c'est le groupe, la masse qui prévaut. On va parler des victimes. On ne va pas dire Monsieur Durand, Monsieur Dupont, ou Monsieur René, ou je ne sais pas quoi, ou Madame Sophie. Non. Même si l'identité des victimes et des blessés est révélée, c'est un traitement de masse. Je vous ai dit, un avocat pour 80 parties civiles. Donc, il y a une espèce d'anonymat, il n'y a pas de traitement personnalisé, et puis surtout, il n'y a pas de réponse individuelle. Monsieur l'accusé, pourquoi avez-vous tué mon mari? Pourquoi avez-vous épargné la personne qui était à côté? Or, je le rappelle, pour chacun, ce procès, ces attentats, mais c'est l'histoire de sa vie. Ce n'est pas l'histoire des vies des autres, c'est la sienne qui est touchée directement. Et là, la politique vient s'en mêler. Il y a d'abord une idéologie. Au procès, comme je vous l'ai dit, Salah Abdeslam se décrit comme un combattant de l'État islamique. C'est donc une guerre contre les incroyants, le djihad, et on apprend par les enquêtes que finalement, ces opérations ont été montées par la cellule des opérations extérieures, COPEX, de l'État islamique. Donc, c'est bien une guerre d'État à État. Donc, c'est l'État qui a été attaqué, mais c'est une personne qui est touchée. Donc, il y a quelque chose là d'assez dissonant. Le discours politique que les accusés vont tenir lors du procès, mais en fait, c'est un discours qui s'adresse à la nation tout entière.
C'est l'État que les accusés veulent détruire. C'est donc un crime politique aussi. C'est une atteinte à la liberté et j'en veux pour symbole le 14 juillet. Ce n'est pas arrivé le 13 ou le 15. Donc, pour chacune des victimes et des familles, c'est quand même une frappe au hasard d'individus qui sont là au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est une frappe aveugle. Ils n'étaient pas en train de dire voilà, je conteste l'État islamique, je ne suis pas d'accord, etc. Ils n'avaient rien de tout ça. Alors, certains avocats des parties civiles ont tenté de démontrer que le fondement du djihad n'était que de mauvaises interprétations du Coran. Certes, mais j'allais dire, pour la victime individuelle, je ne suis pas sûre que ça lui parle beaucoup. Autre difficulté, une énorme injustice. Une énorme injustice. Toutes les personnes traumatisées par les attentats ne peuvent pas être parties au procès. L'article 2 du Code pénal indique « L'action civile en réparation de dommages causés par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. » Donc, en fait, il va falloir à chaque fois prouver le lien de causalité avec l'attentat pour être reconnu comme victime. Grosso modo, si vous n'avez pas vu le camion et en plus vous n'étiez pas sur la trajectoire du camion, ben vous n'êtes pas une victime au sens juridique. Pourtant, vous avez tout vu, vous avez eu peur pour votre vie aussi, mais ce n'est pas direct. Ceux qui étaient assis aux terrasses, etc., s'ils étaient sur la terrasse touchés, oui, mais s'ils étaient à la terrasse d'à côté, non. Donc, les voisins, les proches, les riverains, les témoins, les premiers sauveteurs civils, ceux qui sont précipités pour aider les victimes ou pour essayer de redonner vie aux décédés, ne sont pas reconnus comme victimes. Les victimes indirectes, c'est très difficile pour elles. Alors, il y a eu quelque chose de nouveau quand même, c'est les victimes par ricochet, quand elles sont très proches, le conjoint, le père, la mère, les frères et sœurs, les enfants. Là, elles sont reconnues comme victimes par ricochet. La difficulté, c'est que j'ai envie de dire que tout va dépendre des juges. À savoir que pour le Bataclan, eh bien, a été considéré comme une victime directe le propriétaire du Bataclan et les habitants de l'immeuble de Saint-Denis. Donc, le parquet n'était pas d'accord du tout, mais ça a été considéré comme valide. Je rappelle que c'est le parquet qui détermine si on peut être partie civile ou non. Donc là, il y a eu une dissension qui a fait que ça a été possible. Maintenant, après le procès, ben, il y a une nouvelle vie qui commence, si j'ose dire. Quand les spots se sont éteints, quand les caméras sont parties, quand on est sorti de la salle, ben, il faut envisager le futur. Et là, c'est le vide, un vide sidéral. Les faits sont jugés, c'est fini. Comme je vous l'ai dit, il y a eu un appel pour les procès de Charlie Hebdo, mais pour les procès de Paris, il n'y en a pas eu. Pour Nice, on n'a pas encore le verdict. C'est souvent le point de départ donc pour les victimes et leurs familles pour tourner la page. C'est la fin de l'excitation, c'est la fin du stress, il n'y a plus d'agitation, il n'y a plus de monde à voir, il n'y a plus rien à faire. Si j'ose dire, on avait une petite routine qui consistait à aller tous les jours au tribunal, à écouter, et là, ben, il n'y a plus rien. C'est un très, très, très gros risque pour les familles et les victimes
de dépression, voire de suicide. On sait malheureusement que des victimes indemnes ou qui ont été soignées se donnent la mort par rapport à ce qui s'est passé plusieurs années après. Pourquoi? Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas vivre, mais elles ne peuvent plus supporter la souffrance, les douleurs qu'elles endurent du fait de l'attentat. Enfin, il va y avoir aussi la déception, la frustration à gérer. Le procès ne m'a pas apporté toutes les réponses à mes questions. J'aurais voulu interroger moi-même l'accusé, ça n'est pas possible. Mon avocat n'a pas répété ce que je voulais. Et puis, de toute façon, je n'ai pas eu le temps parce que 15 minutes, je vois ce que ça donne avec vous, c'est très court. C'est le retour au quotidien, la fin de la survie. Alors, les vies quotidiennes, ce n'est pas évident. Après une plongée dans l'horreur de ce que j'appelle les 4 I, l'incroyable, l'impensable, l'innommable, l'indicible, il faut reprendre la vie de tous les jours. Et là, on est dans une autre dimension. Si j'ose dire, il va falloir atterrir. Et il va y avoir naturellement un décalage entre la vie des victimes et des familles et celle des autres personnes, celle de son entourage. On appelle ça le syndrome de Lazare. Lazare est ressuscité d'entre les morts, mais il a fait une expérience singulière, celle de la mort, et avoir vu la mort en face, ça implique ensuite que personne ne va me comprendre, je suis dans un autre monde, je me sens étranger à ce qui m'entoure, étranger à ma propre vie. C'est un petit peu être un revenant. Des années après, vous ne reconnaissez rien. Vous aviez des repères, bah, ça a disparu, ça a été démoli, etc. Du coup, ça conduit souvent à se fâcher avec les autres, à se sentir rejeté, à rejeter soi-même les autres. De toute façon, tu ne peux pas comprendre avec ce que tu n'as pas vécu. Ça peut être le cas de difficultés familiales, de rejet de son conjoint, qui de toute façon ne peut rien faire, et je préfère que il me quitte ou elle me quitte, comme ça il aura une vie moins lourde que s'il restait ou elle restait avec moi. Ce sont donc des réactions inadaptées par rapport à ce qui arrive aux autres. On ne supporte plus les bobos, quelqu'un qui vous dit « Ah, là, c'est épouvantable, j'ai vécu ça », ça vous met dans un état de rage en disant « Mais vraiment, c'est du rien du tout, elle fait une montagne de rien du tout ». Donc voilà, c'est une inadéquation de sa propre vie par rapport à celle des autres. Et puis, il y a cette vigilance accrue qui est toujours là et qui fait que vous allez embêter tout le monde sur le thème « Ah, mais moi, je ne veux pas aller au Stade de France parce qu'il y a trop de monde et il y aura une bombe. Ah, où est la sortie de secours? Ah, mais non, moi, je n'irai pas à ce dîner-là parce que c'est à côté de la terrasse où j'ai été touchée, etc., etc. » Donc, il y a aussi constamment la peur d'un nouvel événement traumatique et d'un nouvel attentat. Alors, vous me direz, oubliez. Difficile parce que la cicatrice, elle peut se raviver à tout moment, comme je vous l'ai dit, avec les troubles de stress post-traumatique. Vivre avec la souffrance physique, la souffrance psychique, c'est pas facile. On peut être handicapé à vie, ne pas être capable de retravailler, etc. Et reste toujours une fragilité au plan émotionnel, toujours une difficulté à se sentir en sécurité, quoi qu'il arrive. Il y a aussi retourner sur les lieux et découvrir que là où vous avez failli perdre la vie, où ça a été l'horreur pour vous, il y a une malheureuse plaque, voire il n'y a rien du tout. Ou encore la plaque, elle a été taguée. Donc revenir sur les lieux, c'est parfois aussi très traumatique parce que les autres, ils ont oublié, ils rigolent aux terrasses. Vous ne voyez que des cadavres et des tirs de Kalachnikov. Donc, difficile. Et pourtant, il va falloir envisager l'avenir. Tout d'abord, faire quelque chose de ce drame.
le futur ne peut avoir de sens que par rapport à une nouvelle vie positive, qui apporte du positif. Cherchez ce qu'il y a de positif dans ce drame. Donc, autant vous dire que c'est chercher un diamant au fond d'une poubelle, voire au fond d'une bassine de sang, etc., etc. Pourtant, ce drame a permis aux familles, aux victimes d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles forces. Bien souvent, le futur va donner du sens à ce qu'il n'en a pas. Donc, il y a des familles qui vont créer un prix pour récompenser un bon élève, d'autres qui vont planter un arbre de commémoration, et puis beaucoup vont écrire des livres, témoigner par l'écrit. C'est aussi un changement de vie. Il y a un avant et un après l'attentat. La vie d'avant n'est plus possible, vous êtes marqué au fer rouge, vous avez cette cicatrice, et c'est un événement qui change votre vie à jamais. Et parfois, il va falloir changer sa vie en fonction des blessures. Il y a un nouveau statut qui vous est donné. On va vous donner la médaille des blessés. Vous allez être suivi par l'ONAC. Voilà, il y a toutes sortes de choses qui vont changer dans votre vie, mais en même temps, il va falloir se prendre en charge. Le dossier de fonds d'indemnisation, d'indemnisation du fonds de garantie ne se fait pas tout seul. Il faut le demander et le remplir. C'est enfin une vie différente où il va falloir réapprendre à s'exposer à nouveau, à se tourner vers les autres, à oser faire ce que l'on n'avait jamais envisagé de faire et pourtant dont on rêvait. Donc, il y a beaucoup de victimes, beaucoup de familles qui ont changé. Par exemple, pour Paris, vous avez une personne qui est devenue une chanteuse. D'autres sont devenus écrivains, syndicalistes, brasseurs de bière, ergothérapeutes, réalisateurs de documentaires. Donc, ce sont des trajectoires de vie différentes de la vie d'avant. C'est aussi affronter le regard des autres, affronter le regard de ses proches, l'usure de ses proches. Pour les autres, c'est la vie quotidienne. Pour vous, c'est le drame, toujours prêt à ressurgir. Et puis surtout, certains ne reprendront jamais le dessus et resteront blessés à vie. Donc, ils ne pourront pas travailler, ils ne pourront pas mener une vie normale. Et généralement, le regard des autres est absolument abominable parce qu'il est traité de fainéant, voire de profiteur, parce que la blessure invisible ne se voit pas. Enfin, témoigner. C'est finalement pour l'histoire, pour rendre compte de la barbarie humaine, pour faire avancer les lois, pour mieux protéger. On sait et on connaît tous les vertus thérapeutiques de s'engager dans un combat, dans la défense d'une idée, et c'est certainement un bon moyen d'envisager une vie future. Enfin, le souvenir. Le souvenir, il est fondamental. C'est se souvenir de ceux qui ont disparu, c'est se souvenir des blessés, mais c'est aussi se souvenir des attentats. Donc, les lieux de mémoire, le cimetière, les cérémonies, les commémorations, les anniversaires, les réunions des associations sont autant de moyens d'envisager sa vie future, comme je vous l'ai dit, de ne pas perdre le lien, le tissu qui s'est installé parmi toutes les victimes. Elles ont quelque chose en commun, ce sont ces attentats. Et d'ailleurs, on a pu voir, si vous voulez, des victimes de différents attentats se retrouver pour témoigner de la même façon, même si ce n'est pas exactement les mêmes faits. Enfin, le temps. Il est important de laisser le temps au temps. Et ce temps des victimes et des familles est un temps extrêmement long, avec des rechutes possibles. On n'oublie pas
mais avec le temps, on finit par vivre mieux avec. Et en conclusion, je vous dirais qu'un procès, une condamnation ne guériront jamais le traumatisme. L'histoire judiciaire est terminée, mais pas celle des hommes et des femmes qui en ont subi les conséquences. On ne se reconstruit pas, on ne s'en remet pas, on ne refait pas sa vie, on vit avec une cicatrice pour la vie. Une autre vie commence, une vie qui a du prix. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, bien évidemment, je vous invite à lire mon ouvrage qui reprend quelques-uns des éléments que j'ai développés. Avant que l'on passe aux questions, je voudrais vous parler de 2 films que j'ai vus et qui m'ont paru tout à fait liés à ma conférence. Tout d'abord, le film Novembre, qui raconte la traque des meurtriers des attentats du 13 novembre 2015. On y voit toutes les actions policières, gendarmerie, comment on ouvre une porte, comment on enquête, etc. Bon, naturellement, en tant que membre de l'IHEDN, vous avez déjà eu des démonstrations in situ, mais ça fait toujours du bien de les revoir. Et puis un autre film qui s'appelle « Vous n'aurez pas ma haine », film qui est d'après le livre d'Antoine Léris, qui retrace la vie d'Antoine Léris, qui a perdu sa femme Hélène au Bataclan et qui se retrouve seul avec leur fils, Melville. C'est un très très beau film, très bien fait, qui retrace vraiment tous les traumatismes de recherche du corps, de rencontres avec les uns, avec les autres. Voilà, donc je vous invite à le voir, même s'il est difficile. Merci infiniment. La place est aux questions. Merci beaucoup, Violaine Patricia. C'était effectivement très construit, très clair, très touchant également. Donc, je pense que l'auditoire va avoir quelques questions à vous poser. La première d'entre elles a été posée par Pascal Bert. Pascal, est-ce que vous avez eu des réponses à cette question qui était sur les critères retenus pour se porter partie civile que Violaine Patricia a abordé à un moment? Pascal? Bien, bon, donc je pense que effectivement, vous avez apporté effectivement des… Ah oui, pardon, Pascal dit qu'il n'a pas de micro et donc il a eu effectivement les réponses au cours de l'exposé que vous avez fait. Et une fois encore, je tiens personnellement, ou probablement au nom de tous les auditeurs, à vous remercier pour cette belle systématique. Vous avez abordé énormément de sujets et puis vous avez abordé ces sujets de manière extrêmement humaine. C'était touchant et très intéressant de vous écouter, Violaine Patricia. Merci. Alors, vous avez cité effectivement 2 films. Moi, j'ai été particulièrement intéressé par le film Novembre. J'ai failli presque, par, j'allais dire, réaction, ne pas aller voir « Vous n'avez pas ma haine », parce que, et ça va peut-être vous choquer, moi, je pense qu'en réalité, si j'avais été à sa place, ils auraient eu ma haine à fond. Donc, cette espèce de pardon, cette miséricorde qui pourtant est une valeur chrétienne déterminante, j'ai du mal à l'épouser en fait. Comment vous expliquez que des gens puissent aller au-delà de cette haine a priori et s'en prévalent même, enfin, en face à un message de défense? Alors, c'est vrai que c'est paradoxal, mais moi je comprends assez ce qu'il veut dire. Il a exprimé qu'il avait de la haine, mais qu'il avait choisi de ne pas la laisser vivre, car c'était donner raison aux terroristes. Il a un petit garçon qui représente l'avenir. Et en fait, il explique qu'il ne veut pas en faire quelqu'un qui soit victime, qui soit aigri, qui n'ait pas de joie de vivre. Donc, c'est un choix personnel qu'il a fait de ne pas développer de haine et de continuer une vie avec
Mais il n'empêche que, si vous voulez, il exprime des moments de colère, il exprime des difficultés, mais c'est un choix, j'allais dire, personnel, de ne pas finalement retenir cette énergie de haine pour laisser la place à l'énergie de vie pour son petit garçon. Donc, d'une certaine manière, c'est renvoyer la haine à son commanditaire. C'est j'allais dire, presque un crédit revolving qui lui revient en pleine figure. Je ne vais quand même pas te donner ce plaisir-là. Ah Toi, oui, tu es haineux, mais moi, je vais te la renvoyer, ta haine. Donc, c'est paradoxal, mais je trouve que, si vous voulez, en termes de protection et de qu'est-ce que je vais en faire de ma vie, c'est fabuleux. Tu sais, je te renvoie ta haine et tu ne vas pas me pourrir la vie pour le restant de mes jours. Et moi, j'ai un enfant à faire vivre dans la joie. Voilà. d'accord. Non, non, ouais, c'est à la fois très humain, très convaincant et probablement plus intelligent que ce que je serais capable moi-même d'exprimer par rapport à des terroristes. Mais en tout cas, ayant eu le bonheur de ne pas vivre ces instants, je ne sais pas comment les uns et les autres pourraient réagir par rapport à ça. Alors, vous avez dit qu'effectivement, hein, l'univers, on va dire, artistique, médiatique, est plein de choses. Avez-vous lu le livre d'Emmanuel Carrère, Alors, Vos 13 ? pour moi, si vous voulez, alors ça, c'est mon travail de thérapeute, comme j'ai suivi beaucoup de personnes victimes et du Bataclan et de Nice et de Paris, j'ai fait le choix de ne rien lire parce que je suis moi-même déjà assez envahie avec tout ce que j'ai entendu d'horreur et d'atrocité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment, et c'est assez étonnant, mais ça tient au lieu, le Bataclan étant un lieu artistique, vous avez beaucoup d'artistes ou de personnes qui avaient cette capacité artistique qui ont pu écrire ou qui ont pu faire des dessins, des bandes dessinées, s'exprimer. C'était une chance, si vous voulez. Vous avez nettement moins de choses écrites pour Nice, qui touchait une autre catégorie de population. Donc, ça m'a beaucoup frappé, si vous voulez. L'expression intellectuelle a été beaucoup plus forte pour les attentats de Paris, pour Charlie Hebdo, que pour Nice. Il y a des livres, mais beaucoup moins, si vous voulez. Donc, moi, j'ai fait ce choix parce que, comme je vous l'ai dit, les professionnels sont impactés par ces attentats. Nous sommes aussi des victimes, j'allais dire, indirectes. Alors, nous avons les moyens de nous faire aider, mais je vous rappelle que les pompiers, les sauveteurs, même les psychologues, tout le monde se fait aider. Parce qu'on a affaire à la barbarie humaine. Je n'irai pas jusqu'à comparer avec la fin des camps de concentration, mais voilà, c'est une page de l'histoire marquante de la barbarie humaine. D'accord. Alors justement, comme vous n'iriez pas jusqu'à comparer ces traumatismes à ceux des camps de concentration, Pascal, qui n'a pas de micro, donc je me fais son porte-voix, si j'ose dire, vous pose la question de l'isolement des victimes et l'incompréhension de ceux qui les entourent. Est-elle du même ordre que celle des survivants des camps de la mort? Ou celle aussi, dit-il, des gueules cassées de 1914, si vous voulez. C'est vrai que si on continue aussi dans l'univers des écrits ou même des films, vous n'avez pas évoqué Revoir Paris, que je n'ai pas vu moi-même, mais si vous l'avez vu, pourquoi ne l'avez-vous pas évoqué? Puis je viens de finir Guerre de Céline. Alors on sait que le personnage est polémique, mais en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est que lui-même en fait un récit dur, violent, mais cynique et parfois comique. Donc, en fait, pour me joindre à Pascal, j'aurais cette question de savoir si ces traumatismes qui sont désormais assez largement médiatisés ne sont pas des traumatismes amplifiés par l'époque et ou amplifiés par les cultures. Je pense notamment au Cambodge, que je connais bien et dont vous savez très bien que
le procès de Pol Pot et des purges n'a jamais été complètement fait, en tout cas absolument peu médiatisé. Donc, c'est une longue question sur différents fragments d'horreur humaine, mais si j'ai été à peu près clair, je serais ravi, ainsi que Pascal et bien d'autres, d'avoir votre réponse là-dessus. D'ailleurs, on peut citer tous les attentats de Paris qui ont eu lieu bien avant et qui ont donné lieu à l'association, enfin au travail merveilleux de Françoise Rudetsky. Hein. C'est grâce à elle qu'il y a un fonds d'indemnisation et tout. Alors, il est certain, si vous voulez, que les traumatismes sont les mêmes. Donc, des troubles de stress post-traumatique. La seule chose, c'est qu'on ne les avait pas étudiés. Elles ont commencé à être étudiées aux États-Unis à partir de la guerre du Vietnam, puisque l'image la plus horrible qu'on a pu trouver, c'est quand même ces vétérans couverts de médailles qui faisaient la manche. Retour du Vietnam. Donc, qu'est-ce qui leur était arrivé pour se retrouver dans cet état-là? On a toujours eu dans le village, vous savez, le fou du village, celui qui raconte sa guerre de 14, et la communauté, si vous voulez, l'accueillait bien volontiers en lui donnant, bah oui, l'étiquette de fou. La différence, c'est qu'entre-temps, la psychologie s'est emparée du problème et qu'on a vu qu'on pouvait soigner. Ça, c'est la première des choses, le soin. La deuxième chose, c'est effectivement la médiatisation et j'ai presque envie de dire l'instantanéité. Les attentats, par exemple, qu'il y a eu à Paris, rue des Rosiers, etc., vous avez très peu de photos, vous avez très peu d'éléments visuels ou auditifs. Là, j'allais dire, chacun s'est transformé en petit reporter, voire a revendu son contenu à des médias. Enfin, ce n'est pas moi qui vais me plaindre du fait que ces traumatismes soient largement médiatisés, parce que pendant des années, ils ont été tus et on considérait que les gens exagéraient, qu'ils abusaient et qu'au fond, ils étaient des imposteurs, notamment en ce qui concerne les blessures invisibles. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, ça ne résout pas tout. Ce n'est pas parce qu'on peut soigner que pour autant on n'en souffre pas. Donc, moi, de temps en temps, je suis à la fois ravie, mais en même temps un peu énervée quand, j'allais dire, vous avez un petit accident et qu'on vous dit à la télévision, une cellule d'aide psychologique a été mise en place. Bon, le débriefing, on le sait, très, très important pour éviter des traumatismes ultérieurs, des troubles ultérieurs. Donc, je salue tout à fait cette initiative, mais en même temps, ce n'est pas magique. Et c'est là où elle prend l'après-coup. On va montrer des personnes qui souffrent et on ne va pas montrer la personne qui souffre depuis 10 ans parce que c'est quand même vu comme un échec. Et on est quand même dans une société où on essaye de tout faire pour que les gens aillent bien. Donc voilà, je pense que si vous voulez, c'est à la fois dû à la médiatisation, mais aussi à notre envie que tout soit réparé, que tout le monde aille bien et que la médecine soit toute puissante. Alors, les médecins, quand ils doivent annoncer un décès, souvent ils disent « on n'a rien pu faire Ouais. ». Alors que c'est un phénomène naturel. Est-ce que j'ai répondu à vos interrogations ? Oui, oui, tout à fait. C'est toujours très clair et très éclairant. Peut-être, je peux laisser la parole à Patrice, si lui a le contrôle sur son micro, qui vous pose une question très intéressante sur la formation des professionnels, notamment des policiers et des gendarmes. Patrice, vous voulez poser cette question vous-même ? Oui, c'est tout simple. On parle beaucoup des victimes, mais il y a eu évidemment des intervenants, gendarmes, professionnels, BAC, GIGN, peu importe, dont on parle pas et dont le comportement est évidemment admirable et qui peuvent être eux-mêmes des victimes. Alors, ma question, c'était est-ce que leur formation leur permet de supporter la violence inouïe qu'ils ont subie, ou est-ce que il y a un sujet aussi de ce côté-là, comme il y en a d'ailleurs pour les militaires qui viennent de zones de conflit?
Alors, je ne peux répondre que pour les militaires, puisque pendant quelques années, j'ai formé les militaires de base arrière, des régiments qui partaient en opération extérieure, j'allais dire, difficile, où malheureusement, on était à peu près sûr d'avoir annoncé une mort et quelques blessés. L'essentiel de ma formation, c'était bien évidemment de commencer à penser à sa propre mort, puisque c'est la première chose qui nous vient à l'idée quand on va aider quelqu'un qui est en train de mourir. La deuxième chose, c'est la formation psychologique, le fait de pouvoir ensuite en parler. Et 3, c'est bien évidemment la formation technique. Les intervenants que vous citez, que ce soit les pompiers, les médecins, les policiers, les gendarmes, ce sont d'abord des interventions techniques. Ils ont un rôle à remplir. Donc, s'ils s'effondrent psychiquement avant, c'est un peu embêtant. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, il y a eu un film qui a été tourné par M6 et par Bernard de la Villiers-d'Air il n'y a pas très longtemps sur les soldats français en Afghanistan. Et on me voit faire une formation où, malheureusement, un des jeux de rôle se termine par quelqu'un qui s'évanouit parce que sa propre mère a vécu cette situation-là. Donc, c'est important de savoir que si on ne se sent pas de le faire, il faut dire non. Pas toujours entendu des chefs, et c'est ça le problème. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui sont extrêmement résistantes, résilientes, et qui vont voir un jeune enfant qui a été tué, et ça va rappeler leur enfant. Et là, ils vont développer un stress post-traumatique. Donc, normalement, ce qui est fait, c'est qu'il y a une formation, mais c'est surtout qu'après les opérations, il y a un débriefing systématique de tout le monde. C'est-à-dire qu'on entend les personnes qui ont été impliquées, qui ont eu à travailler, et on voit si elles présentent des fragilités ou pas. Donc, voilà. Mais c'est malheureusement encore très imparfait, très, très imparfait, parce qu'il y a l'idée que le professionnel ne peut pas être atteint. Je ne sais pas si les magistrats, instructeurs, les magistrats qui ont siégé, les membres du parquet, les greffiers, ont eu un débriefing. Je n'en sais rien. Vous voyez ? C'est une prise en compte énorme. Alors, il faut savoir aussi que ce sont des événements exceptionnels et que de former psychiquement des professionnels, ça prend du temps, ça coûte cher et ça n'est pas forcément reconnu comme une compétence aussi importante que la compétence opérationnelle. Mais on sait aussi que, malheureusement, il peut y avoir beaucoup de casse au niveau psychique. Donc, vous avez, je ne parle que des armées, des victimes de blessures invisibles qui sont soignées. Nous restons des humains. Donc, d'où, vous voyez, mon idée de moi, je me protège, je ne lis pas tout, je ne vois pas tout, etc., etc. Je ne fais pas partie de ceux, si vous voulez, qui s'arrêtent pour voir un événement grave parce que je me dis, je vais avoir des images traumatiques dans la tête et ce n'est pas bon pour moi. Donc, attention à ça aussi. Beaucoup de gens visionnent, si vous voulez, des images traumatiques et se demandent après pourquoi ils ne vont pas bien. Voilà ce que je peux répondre. Donc, oui, c'est une invitation aux chefs de toutes ces professions à faire attention à leur capital humain. Alors, avant de laisser peut-être la parole à Christophe, qui a aussi une autre question assez large, assez ample, je voudrais revenir, Violaine Patricia, sur les différences éventuelles du traitement post-traumatique lié à la culture ou à l'environnement culturel, parce que pour être professeur à l'ESCP, l'ESCP est une école qui se caractérise par une organisation multisite et nous avons le bonheur
J'en parle parce que vous avez vécu à Londres. Nous avons le bonheur d'avoir 6 campus en Europe, dont un campus à Londres. On était lundi à Londres avec mes étudiants qui sont conjointement à Paris à certains moments de l'année et à Londres à d'autres. Et on a donc eu les consignes et le discours d'accueil, bref, une demi-journée de mise en chauffe. À Londres, pour moi, ça a été presque un choc culturel. Je crois bien connaître l'Angleterre, pas aussi bien que vous, mais malgré tout, parce qu'on a présenté 2 personnes dédiées au well-being, au bien-être de la communauté. Donc, en fait, on présente les consignes d'incendie, on présente les installations et les salles, on présente les facilités de restauration et on présente 2 personnes dédiées au bien-être de chacune des parties prenantes sur le campus. Ça m'a semblé très différent de ce que l'on fait sur notre campus à Paris. Pour avoir été victime du tsunami, j'ai vu que la religion bouddhiste n'implique pas du tout les mêmes effets que ceux que nous vivons. Très schématiquement, parce que je n'y connais pas grand-chose, mais ce que j'ai compris, c'est que si vous voulez, le véhicule humain est amené à être renouvelé. C'est-à-dire qu'on se réincarne. Donc, si on perd la vie, on va la retrouver. Le seul ennui, c'est quelle vie? Si vous avez été bon et vertueux, vous aurez une vie sympathique. Si vous avez été épouvantable, vous allez vous retrouver dans une vie d'insecte. Je schématise parce que, je vous rappelle, je ne suis pas une spécialiste. Chez nous, il semblerait que, si vous voulez, la vie soit quand même la fin de vie, perdre la vie, c'est devenu un drame, c'est pas devenu une réalité tangible. Nous savons tous que nous allons mourir, mais moins on y pense, mieux on se porte. Donc, il n'y a plus de démonstration de deuil, etc. Donc, la mort devient un peu exceptionnelle, surtout une mort violente, une mort de gens jeunes et une mort donnée par des terroristes. Tout ça fait que, bien évidemment, cela crée des traumatismes. La différence qu'on va trouver dans le monde anglo-saxon, et nous en sommes reconnaissants puisque tout ce qui a été mis en place en France s'en est inspiré, c'est une prise en charge plus globale de l'individu. C'est-à-dire que le bien-être collectif va dépendre du bien-être individuel. Donc, le groupe va passer avant l'individu et donc, on va traiter le groupe et voir s'il y a des cas individuels. L'autre chose que l'on n'a pas vraiment abordée ici, c'est la notion de responsabilité financière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous pouvez attaquer, j'en sais rien, le propriétaire du Bataclan parce qu'il n'avait pas mis en place des herses pour empêcher l'entrée des terroristes. Donc, cela modifie beaucoup la façon de voir les choses. Et puis, il y a cet esprit pragmatique où, très vite, on a été plus, si vous voulez, dans le soin cognitif que dans le soin psychanalytique. La vieille Europe a été très marquée par Freud et ça a été l'une des manières, si vous voulez, de traiter. Aujourd'hui, nous avons évolué et on prend aussi en compte, si vous voulez, les aspects de la vie de tous les jours et le bien-être et surtout les accidents de la vie. Mais là, ce n'est pas un accident de la vie, c'est un attentat. Donc, c'est aussi une grande différence. Vous voyez, il y a ce choc soudain qui existe aussi dans l'accident de la vie, mais ça fait partie de la vie, si j'ose dire. Là, c'est un peu exceptionnel. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre... Oui, je pense en tout cas que vous avez répondu sur des éléments de responsabilité. Je me demande si ces 2 responsables du bien-être collectif de la communauté ne sont pas aussi des pare-feux possibles au moment où peut-être certains étudiants ou d'autres pourraient reprocher à l'institution de ne pas avoir fait le nécessaire.
Absolument. C'est vrai que juridiquement et même sur le plan éthique, nos amis anglo-saxons, peut-être plus protestants, ont une Vous avez une délégation. obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Mais si vous n'avez pas mis les moyens en place, alors là, vous avez quelques soucis à vous faire. D'accord. Vous avez, et après je promets de laisser le micro pour ceux qui en ont, vous avez évoqué le bouddhisme. Alors, il se trouve que je connais un petit peu certaines régions, notamment du sud-est asiatique. Donc, je reformule ma question qui était sur le procès lui-même, peut-être une forme de catharsis, hein, pour employer un jargon psychanalytique ou psychiatrique. Mais le silence, parfois, ne vaut-il pas mieux que cette tentative de catharsis? Je reviens sur le Cambodge. On ne peut pas dire que l'heure de Pol Pot était une heure bénie. Il y a eu un massacre de masse absolument incroyable et pourtant, plutôt silence sur les faits. Donc, est-ce que, de votre point de vue de professionnel, de spécialiste, ça vous semble une bonne chose? Ça vous semble expliqué par des différences culturelles, comme vous l'avez évoqué à un moment, et notamment le bouddhisme, ou c'est plutôt malvenu, quel que soit le contexte et quelle que soit la culture? Alors, moi, j'ai toujours conseillé à tous mes patients d'aller au procès, accompagnés s'il le fallait de psy, etc. Car le silence, c'est la négation, c'est l'oubli, c'est il ne s'est rien passé. Alors, ça marche. C'est ce qu'essayent de faire certaines victimes, certaines familles, par des situations d'évitement. On va éviter tout ce qui se passe autour de l'attentat. Mais ça devient fatigant à la fin, d'essayer à chaque fois contourner l'obstacle et faire comme si de rien n'était. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le secret. Le secret, on sait qu'il se diffuse de façon intergénérationnelle. Donc, pas de procès, silence, oui, mais à un moment, ça va ressortir de façon plus difficile. Enfin, comme je vous l'ai dit, il y a la raison d'État. Nous avons la chance d'être dans des démocraties où il est indispensable d'avoir un procès équitable qui respecte le droit des accusés. On n'a pas eu des procès où, si vous voulez, les familles étaient en train d'insulter les accusés, où on leur jetait des pierres, etc., où on essayait de les pendre en place publique. Ça change énormément les choses, encore que certains historiens vont certainement dire que ce n'était pas équitable, qu'on aurait pu faire comme ceci, que cela. Bon. Mais on a essayé du mieux que l'on pouvait. En tant que professionnel, la parole, pour moi, est plus importante que le silence, même si elle est dure, même si elle est horrible. Mais les choses se disent, elles sont mises à nu, elles sont publiques, et ensuite, on peut vivre avec. On a déposé. Hein, ce mot de déposer à la barre, pour moi, est fondamental. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé au Cambodge, mais je crois que là, en France, il y a une volonté, si vous voulez, politique, juridique, même financière, de tenir ces procès. Quand on dépense 8 millions d'euros pour faire une nouvelle salle d'audience, c'est quand même quelque chose. On ne peut pas dire que le ministère de la Justice soit d'une richesse colossale. Vous voyez, et ça pourra être reproché d'ailleurs, dire, mais avec cet argent-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu construire une prison de plus? Enfin, je ne sais pas, vous voyez. Donc, il y a eu cette volonté que les victimes, les familles soient entendues, mais également les accusés. Et ça, il faut vivre dans une démocratie. D'accord. Je crois que Christophe lui-même n'a pas de micro. Il n'a pas de micro. En fait, Christophe vous pose justement une question sur, comment dirais-je, les similitudes ou les dissemblances entre des victimes d'attentats, des victimes d'attentats terroristes, et des éléments qui pourraient éventuellement, en termes traumatiques en tout cas, s'y apparenter, que seraient des viols, des harcèlements,
Est-ce que vous avez là aussi un point de vue professionnel sur les spécificités et les différences de ces victimes d'attentats par rapport à d'autres victimes? Comme je l'ai dit, les victimes d'attentats sont victimes d'une agression aveugle de masse. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, une idéologie politique, c'est une guerre. Le viol, si vous voulez, c'est une agression, c'est un choc. Il y a une victime et un auteur. Parfois, il peut y avoir plusieurs victimes, plusieurs auteurs, mais si vous voulez, ça s'adresse à un individu particulier. Alors, c'est parce que vous avez les cheveux roux, parce que vous étiez seul dans cette rue-là. Malheureusement, bien souvent, les agressions sexuelles, c'est plutôt des gens que vous connaissez, donc parce que c'était votre grand-père, parce que, voilà. Le harcèlement, c'est bien un lien entre le supérieur et son inférieur. C'est le cas à l'école. C'est toujours, si vous voulez, ciblé. Il y a une personne qui est visée. Et donc, cette personne-là, cette victime-là, peut, si on arrête son agresseur, avoir un lien direct avec l'accusé en lui disant « mais pourquoi moi ?» Donc l'accusé dira bah, « écoute, ça faisait des mois que je te suivais et que je te trouvais beau, donc voilà. » Ou « écoute, j'étais à l'affût de violer quelqu'un et t'es passé à ce moment-là. » La difficulté, c'est que l'attentat, parfois il y a eu, et d'ailleurs des victimes le racontent, j'ai eu un contact visuel avec la personne, avec l'auteur. Et l'auteur m'a dit « Ah, bah, je ne tue pas les femmes. » Il venait juste d'en tuer une avant, hein, mais il a dit « Je ne tue pas les femmes. » Et c'est ce que je recommande d'ailleurs si un jour vous vous retrouvez face à un terroriste ou autre, c'est de personnaliser la chose. C'est de dire « Ah, mais ton fils, ta fille, etc. » Parce que là, vous faites appel à l'humain. Quand vous tirez au hasard, vous ne savez même pas si vous avez touché ou pas. Hein. Vous arrosez, si j'ose dire. L'agresseur sexuel, ben non, il a une proie, il a une victime. Alors, on pourrait éventuellement penser à l'exhibitionnisme. Enfin, l'exhibitionniste, malheureusement, il ne s'exhibe pas devant tout le monde. Hein. Il choisit aussi éventuellement d'être devant une école maternelle. Ou, bon, voilà. Et le harceleur, il peut harceler plusieurs personnes différentes, mais c'est toujours une personne à la fois. Généralement, s'il harcèle un groupe, ça ne tient pas longtemps. Voilà. D'accord. Très clair et éclairant à nouveau. Bruno, Bruno Lauré, vous voulez poser votre question? Si vous avez un problème de micro, je la pose à votre place. Donc, Bruno disait que d'abord, il vous remercie, comme beaucoup d'autres, hein, pour ce brillant exposé. Dit-il, Bruno, il me semble que vous n'avez pas prononcé le mot ressentiment. Est-ce que c'est parce que vous n'en avez pas noté chez les victimes? Et dans ce cas, quelles leçons pouvons-nous en tirer? Alors, le ressentiment, c'est un luxe quand on est victime et quand on est famille de victimes. Le ressentiment, il va peut-être arriver plus tard. Vous avez la colère. La colère, je vous l'ai dit, des parents qui invectivent les accusés, etc. Le ressentiment, c'est quelque chose qui a progressé, qui se nourrit de « ah ben voilà, à cause de toi, voilà où j'en suis », etc., où tu n'as pas été suffisamment condamné, etc., etc. Donc, c'est un processus beaucoup plus long. Il faut d'abord aller bien pour s'offrir le luxe du ressentiment. Je pense que c'est un processus beaucoup plus long que la colère. La colère, elle est immédiate. Le ressentiment, hein, on n'est pas loin de la haine. Et ça, ça monte, ça germe au fur et à mesure. Voyez ? Et là, on a le choix. Alors, ça pose la question du pardon. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je ne pardonne pas? J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs religieux sur ce thème-là. Et la réponse était assez belle. Elle disait finalement, il n'y a que Dieu qui peut pardonner.
et qu'en tant qu'être humain, si on pardonne, eh bien, on oublie. J'ai trouvé que c'était une belle réponse, mais le pardon, c'est tout à fait un cheminement individuel. Et là, la foi vous aide ou vous n'êtes pas, la philosophie vous aide ou vous n'êtes pas, votre choix de vie vous aide ou vous n'êtes pas. Hein. Je vous ai parlé de cet homme qui décide d'être heureux quoi qu'il arrive pour son fils. Voilà. Je crois que ce dont je vous ai parlé, c'est quand même beaucoup des souffrances des victimes qui, même après le procès, n'arrivent pas à s'en sortir et finissent par se suicider tellement elles ont mal. Donc, le ressentiment, je vais vous dire, c'est vraiment un luxe. C'est beaucoup plus loin. Vous voyez, le ressentiment, il va certainement être beaucoup plus fort pour les victimes indirectes, qui vont dire, mais finalement, j'ai été victime, personne ne m'a reconnu, tout le monde m'a dit, ah ben, vous n'êtes pas partie civile, ah ben, vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas victime. Il peut y avoir aussi du ressentiment dans les associations, sur les différentes choses. Je me souviens que j'avais donc créé une association pour aider les victimes et rescapés du tsunami en France. Et je m'étais pris comme réflexion, mais vous n'avez rien eu, vous êtes vivante et personne n'est mort. Donc, grosso modo, ma douleur est plus importante que la vôtre. Que j'ai failli mourir, ce n'était pas très important, ça n'avait pas de prix du tout. Donc, voilà. Je pense que c'est plus de l'ordre du cheminement et du bien-être. C'est-à-dire que quand on va bien, on peut se permettre d'avoir du ressentiment et de se dire, je vais me venger, machin et tout. Avant, vous êtes en colère et vous attaquez. Et vous êtes dans le désespoir. D'accord. Alors justement, je vais peut-être terminer par une question qui arrive de manière toujours sous différentes formes, mais si j'essaye d'en faire la synthèse peut-être maladroite, c'est sur la question, vous venez de l'évoquer, de la spiritualité et de la perte de nos valeurs peut-être chrétiennes pour ce qui concerne notre fond culturel européen. Est-ce que finalement, les traumatismes qui devaient être quand même sévères, quand on voit la boucherie, la Première Guerre mondiale, la Shoah au cours de la Seconde, c'était quand même des heures sombres, pour le moins. Est-ce que finalement, la mise en exergue de ces souffrances, quoique bon, pour la Shoah, ça a été fait assez clairement, pour la Première Guerre mondiale, beaucoup moins, est-ce que ça n'est pas lié d'une certaine manière à notre perte de spiritualité, à notre possibilité de nous guérir par la foi ou par une forme de spiritualité quelle qu'elle soit? Vous avez convoqué à un moment le bouddhisme, on peut convoquer également le catholicisme ou la chrétienté. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu par le passé, sur des sociétés moins matérialistes, cette forme de pansement que peut représenter la spiritualité et la foi? Si on reprend un petit peu l'histoire que de la France, on ne peut pas dire que pendant de nombreuses années, on ait eu la possibilité de choisir d'avoir la foi ou pas. Pendant la guerre de 14, donc la question ne se posait pas vraiment. Il y avait quelques personnes qui osaient dire qu'elles ne croyaient à rien du tout, mais enfin, ce n'était quand même pas la majorité. D'autre part, je vous rappelle que c'était défendre son territoire. Donc, il y avait une raison, le fameux pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on est envahi. La Shoah, c'est affreux, mais pourquoi? Parce que tu es juif. Là, pourquoi je suis victime? Alors, encore, on peut dire Charlie Hebdo parce que tu fais partie d'un journal qui ne nous plaît pas. Nice, pourquoi? Parce que tu as été assisté au 14 juillet? Difficile. Et Paris, parce que tu as été écouter un groupe de musique qui ne nous plaît pas et puis vous étiez sur les terrasses et ça ne nous convient pas. C'est ce manque de sens, de pourquoi, qui fait que tout d'un coup, les valeurs de bien et de mal, elles explosent. C'est injuste, l'attentat. Les accusés sont incapables de vous dire pourquoi ils ont tué un tel et pourquoi ils ont épargné un tel.
ils ont arrosé, j'allais dire, tout ce qui bougeait, tout ce qu'ils pouvaient prendre. Donc, c'est ce fameux pourquoi qui fait que la foi n'aide pas toujours. Pourquoi je suis survivant? Pourquoi ma copine est morte et pas moi? Vous voyez, c'est ce fameux pourquoi qui est lancinant et que les procès n'offrent aucune réponse à ce pourquoi. Pourquoi la guerre de 14? Je vous dis, je défends mon pays, donc j'accepte de donner ma vie. Des militaires vont vous dire, c'est mon engagement, les pompiers aussi. Et là, si encore il y avait eu, je vous dis, on peut faire l'exception de Charlie Hebdo, mais si encore et encore, mais si vous aviez dans la masse des personnes tuées, des gens qui disaient « à bas les musulmans, je suis contre », etc. Non, il y a des musulmans pratiquants qui ont été assassinés. Donc, le pourquoi, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec l'injustice. La vie est injuste. Donc, voilà, il faut avoir une foi solide pour passer au-dessus, avoir des principes philosophiques qui sont d'accepter le mal et que le mal ne soit pas finalement éradiqué et que le mal triomphe. J'ai entendu un patient me dire « Ah mais alors, c'est épouvantable, le mal triomphe ». Que voulez-vous répondre? Dans sa situation, oui, le mal a triomphé. Il est blessé à la vie, il ne peut plus retravailler, etc., etc. Et ce n'est pas le fruit du hasard, vous voyez. Ce n'est pas l'accident de voiture où on nous est rentré dedans. Là, il y a eu un choix délibéré. C'est pour ça que, si vous voulez, le pardon de l'accusé, du terroriste direct, était si fondamental parce que, oui, je t'ai fait du mal volontairement, mais dans la masse. Et c'est la difficulté pour les familles aussi de voir que la plupart du temps, les auteurs sont neutralisés ou se neutralisent tout seuls d'ailleurs, en se faisant sauter. Parce que vous ne pouvez pas interroger. Vous ne pouvez pas dire « mais pourquoi? Dis-moi pourquoi ?» Et ça reste sans réponse. Voilà. Écoutez, en tout cas, de réponses, nous en avons eu de nombreuses grâce à vous, à des questions extrêmement touchantes, humaines et, j'allais dire, à nouveau, malheureusement, d'actualité. Donc, mille merci, Violaine, Patricia. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si vous voyez le chat, mais il y a beaucoup de gens qui sont très heureux d'avoir assisté à votre conférence et qui vous remercient chaleureusement de sa qualité. Donc, je vous dis bonsoir, à bientôt, puisque nous sommes… Voilà, et puis donc, je vous rappelle mon livre, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qui se passe. Absolument. Et chez un éditeur de référence, en plus. Voilà. Très bien. C'est le premier livre qui parle de ce sujet. Il n'y en a pas d'autre. Donc, écoutez, cet honneur-là. Merci à nouveau de nos échanges. Merci de vos réponses à des questions pourquoi. Et puis à très vite. Voilà, pour d'autres sujets. Pour d'autres sujets. Bonne soirée, à vous. Personnellement, merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir.